Tu t'es dit, je lâche l'Arabie Saoudite et j'y vais. Je fonctionne au challenge. Les amis, salut à tous. Très heureux de vous retrouver pour le premier épisode d'une nouvelle série intitulée Signature. Notre premier hôte, monsieur Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine aujourd'hui. Salut Hervé. Mais dans Signature, tout commence par un contrat moral et il s'engage à me répondre avec la plus grande franchise. C'est ça ce qu'on aime chez Fairplay. Bon, déjà chez toi, ici, c'est une première signature, ça, le 125e déménagement d'Hervé Renard. T'as signé quand d'ailleurs ici? J'ai signé il y a 2 ans. Ouais. Mais ça restait un pied-à-terre, ouais. Parce que dans notre métier, il faut toujours un pied-à-terre, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le football, ça peut durer un jour ou toujours. Le petit enfant qui était un passionné de football, il ne s'imaginait pas voyager autant. Je vais te montrer quelques photos de tout ça d'ailleurs. Wow. Tu vois qu'on a quelques bons petits dossiers. Ouais. Alors, je te montre un peu tout ça, c'est effectivement les couleurs rouge et blanche. Ouais, hein? Déjà. Là, tu étais en minime. Là, c'était Aix-les-Bains, que j'ai eu la chance d'avoir pendant 2-3 saisons. Et puis un jour, il y a un garçon de cet effectif qui s'appelle Xavier Gras, qui a été contacté par l'AESCAN parce qu'il avait énormément de qualité. Et mon entraîneur de l'époque, Bernard Chevalier et Daniel Guillot, ont demandé à l'AESCAN s'ils pouvaient amener un deuxième joueur qui avait quelques petites qualités. Mais c'était à voir. C'était le grand gaillard qui était là. Donc j'ai fait un essai à l'AESCAN et malheureusement, j'ai été pris, mais pas de Xavier. Moi, j'étais ce leader déjà, mais avec beaucoup moins de qualité. Athlétique, oui, mais techniquement beaucoup plus faible. Et c'est parfois l'histoire du football, ça se joue à un virage qui se prend ou qui ne se prend pas. À cette époque, c'était fabuleux, ouais, c'était comme tous ceux qui ont joué au football dans des clubs amateurs et ma mère qui suivait tout ça. Tu m'avances ces positions tutélaires des parents, la position de ta maman, assez peu la position de ton papa, finalement. Parce que mes parents se sont séparés et à l'origine, mon père était dirigeant dans un club de cyclistes. J'ai été baigné dans cet univers où on allait voir les kermesses d'été dans les centres-villes. Très bien. Et puis mes parents se sont séparés et donc mon père m'a moins suivi de par le fait que quand les relations se dégradent, malheureusement, ça crée des distances. Toute cette beauté à cet âge-là, elle a un peu disparu du fait qu'ils se séparent. Et du coup, pardon d'y revenir, mais cette relation avec ce père, c'est quelque chose que tu as entretenu, retrouvé, abandonné? On s'est séparés, oui, de par la vie des adultes. Ouais. On prend position, alors que à 8-10 ans, on ne devrait pas prendre position. On essaye de ne pas faire les mêmes erreurs. Malheureusement, parfois les tiraillements de la vie font qu'on commet les mêmes erreurs et ça crée des distances. Et donc j'ai été un peu distant avec mon père. Je le regrette, oui. Il est toujours en vie? Non, non, il est décédé, mais quoi qu'il ait fait, ça reste mon père, ça restait mon père. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite distance, parce que j'avais des choses aussi à lui reprocher dans son comportement. Ce qui a peut-être fait aussi que je suis devenu un homme différent avec... voilà, je bois pas d'alcool. La raison, c'est parce que... ça vient de mon enfance, ouais, mais moi, ça m'a servi en tout cas. Du coup, tu as eu une notion un peu de protection de ta mère? Ma mère, c'est d'origine polonaise, c'est un caractère... elle a travaillé toute sa vie durement. Elle est un peu dure, même très dure, parfois un peu rigide. Mais c'est ses qualités et ses défauts. C'est ce que tu es? Un peu, oui, mais à un degré moindre, parce qu'elle, c'est un degré. Mais parce qu'on n'a pas eu la même vie non plus. Les aléas de la vie font aussi que notre caractère change un petit peu. Et elle a toujours tout fait pour moi, et quand je suis parti à 15 ans presque, elle m'a dit « c'est ce que tu veux faire ?» Quand j'ai été recruté par l'AESCAN en 1983, ça fait 40 ans, on n'imagine pas, mais... Elle me dit, c'est ce que tu veux faire, mais elle me perdait puisque j'avais pas de frères et sœurs à la maison, mais je sais que c'est un manque énorme. Et il y a quelque temps, elle m'a dit,
Ah bah, depuis que tu es parti, on ne se sera pas beaucoup vu. Hein. Et ça... Ouais, cette phrase, elle m'a marqué. Et cette phrase, elle date de quelques mois. Mais sans doute qu'elle a raison. J'ai beaucoup voyagé. On prend 3-4 jours par-ci, une semaine par-là, maximum. Et puis pour les parents, c'est pas assez, ouais. Comme c'est notre thème, cette signature, cette première signature à Cannes, tu l'as vécu comment, toi? Un rêve? On est en 83, donc. C'est un adolescent qui pense qu'au football, ou presque. Un directeur d'école qui lui dit « Monsieur Renard, il faudra peut-être… Bon, c'est un peu… T'étais pas un bon élève? Non, je faisais le minimum. Minima. 10, quoi. Voilà. Moi, j'avais qu'une idée en tête, c'est le football. Ce qui n'est pas bien, hein. Faut pas dire ça aux jeunes. Hein. J'ai dit ça à mes enfants aussi. Mais Et il s'avère que, juste derrière nous, dans ton dos, à 100 mètres, vol d'oiseau. 100 mètres, Ouais. un vol d'oiseau, cette même pelouse, je la vois, la plaine de jeu, elle est là. Je vois des petites tribunes qui ont l'air anciennes. C'est les mêmes. C'est les mêmes? Ça n'a pas bougé. Non. Alors raconte-moi, c'est quoi cette pelouse-là de Cannes, là? Mai 1983. Presque jour pour jour, il y a 40 ans. Je viens avec un de mes entraîneurs de l'époque, Bernard Chevalier, qui m'amène ici, avec Xavier Gras qui fait un essai. Donc j'ai l'autorisation de faire l'essai aussi. Et donc on fait ce match. C'est le stade des Hespérides à Cannes. Un stade emblématique pour les anciens de l'AS Cannes. Parce qu'ils aimeraient même que l'équipe joue ici. Ici. Ouais. Et voilà, où j'ai été recruté pour passer 7 saisons à l'AS Cannes. Tu te rends compte 40 ans après? Ouais, Quand tu as signé cet appartement, tu t'es dit quoi quand tu as vu ça? C'est ici. C'est déjà… c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe et c'est un endroit qui me marque, bien sûr. Aujourd'hui, mon cœur, il est toujours à l'AS Cannes un petit peu. C'est mon club formateur, c'est le club où j'ai passé 7 ans. Aujourd'hui, il remonte en National 2. Je suis allé les voir il y a 2 jours pour un match de championnat. Voilà, c'est mes origines. Donc je démarre la saison en août 1983. Jean-Marc Guillot, entraîneur de l'équipe de Ligue 2, et Arsène Wenger, entraîneur du centre de formation. Voilà, c'est… Donc c'est l'AS Cannes, voilà. Tu te verrais dans cet esprit-là un jour peut-être prendre l'AS Cannes? Oui, j'aimerais bien, mais dans ce... aujourd'hui j'ai envie de faire des choses que j'aime et que j'ai vraiment envie de faire. Voilà. J'adore. Moi, Quelles étaient tes idoles d'ado? Bernard Hinault, Ouais. Michel Platini, Ouais. Björn Borg, Ouais. Yannick Noah. Ouais. Voilà, là, c'est… Que des kings, quoi. Que des kings. Là, c'est nostalgie. Hein. J'en ai rencontré quelques-uns comme Michel Platini, mais j'ai pas eu le temps d'échanger assez avec lui. Alain Giresse, j'ai une photo avec Alain Giresse. Les gens le savent peu. Tu as joué un match en première division. Ouais. À la fin des années 80, au Parc des Princes. Ouais, c'est ça, ouais. Jean Fernandez, coach de l'AS Cannes. En face, le Matra Racing. Ouais. À ce moment-là, grosse équipe parisienne des années 80. Il y avait une grosse énergie financière. C'était le Matra qui portait Paris, les couleurs de Paris, et non aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Et tu as fait ce match. Jean Fernandez avait décidé de faire tourner avant un match de Coupe de France. Et on était quelques jeunes à avoir joué ce match. C'est un manque pour toi de ne pas avoir vécu quelque chose d'énorme en tant que joueur? J'entends sur la scène européenne, est-ce que c'est un manque chez toi, ça? Moi, j'ai eu la chance pendant 3 ans, 4 ans de m'entraîner avec un effectif de Ligue 1. J'ai souvent allé à l'entraînement, on faisait 11 contre 11, c'était Zlatko Vujovic. Oui, très bien. Bon, c'était un joueur de classe internationale, hein, on l'a peut-être oublié. Aujourd'hui, la jeune génération, mais il a joué au PSG, il a fini meilleur buteur du championnat de France. Il jouait dans l'équipe de Yougoslavie, il y avait Boro Primorac, Dusan Čavić, Marko Mlinarić. C'était des joueurs, moi j'avais pas le niveau. Même si je me défendais, mais il manquait quelque chose. Moi j'ai toujours beaucoup de lucidité, c'est peut-être l'une de mes seules qualités, mais j'ai au moins celle-ci. Ouais. Tu es quand même en équipe de France? Ouais. 84, je vais la remontrer, parce qu'elle est superbe cette photo. Elle est surtout superbe parce qu'il y en a qui ont réussi des carrières exceptionnelles. Elle est superbe cette photo, elle est superbe cette photo. Et puis notre sélectionneur national, hein, Didier Deschamps, et Marcel Desailly. Au milieu, Marcel. Toi tu es là, hein, à droite. Il y a aussi Jean-Luc Vasseur. Exact.
Henri Guérin, le coach. Henri Guérin, le coach. David Zitelli, qui a fait une carrière. Pascal Fugier, qui a joué. Vous étiez une bonne petite bande, là. Ouais, j'ai joué avec David Ducci, qui est un de mes assistants aujourd'hui. Exact. Qui était le gardien qui jouait pas ce tournoi parce qu'il était avec la catégorie supérieure. Ok. Et là, c'était Olivier Pédémas. Oui. Il était comment, Marcel, à ce moment-là? Moi, sincèrement, c'était deux monstres. Ouais. Là aussi, il y avait un écart. Marcel et Didier. Didier Deschamps, c'était la maturité. On avait l'impression qu'en termes de maturité, de leadership, on jouait avec un adulte, alors que nous, on était à 16 ans, 15 ans. C'était naturel. Marcel, il suffisait qu'il accélère un petit peu et il faisait la différence, que ce soit derrière, au milieu. Le résumé, c'est que j'ai toujours eu plus de qualité athlétique que de qualité technique. Et puis dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a les besogneux et les talentueux. Et moi, je fais plutôt partie des besogneux. Je te montre un petit document. Un petit coucou d'Avignon, tu vois, avec le Palais des Papes derrière, le Luberon devant moi, le Mont Ventoux. C'est ici, chez moi, en plein cœur d'Avignon, que je l'ai reçu pour la première fois pour lui parler de ce projet en Chine. Et quand on s'est quitté, quand je lui ai dit, bon bah à bientôt, les mots ont un sens pour moi, ça voulait dire je vais te rappeler. Et lui, il a dit à sa femme, qui était même pas montée, parce qu'il était un peu timide à l'époque, il a bien changé depuis, même s'il a gardé cette même authenticité, cette même pureté. Il m'a dit à bientôt, ça veut dire à jamais et tout. Et le lendemain, je l'ai rappelé pour lui demander s'il était d'accord pour partir prendre son visa et m'accompagner en Chine. Et voilà, ça a été le début de notre aventure professionnelle, mais ça a été surtout le début d'une magnifique amitié. Je pensais à ça tout à l'heure, là, sur cette terrasse du 4e, et je me disais, mais Hervé, en 2023, on efface tout et on se retrouve au début du 21e siècle comme ça, tous les deux et tout. Est-ce que tu serais prêt à repartir avec moi? Non, je ne changerai rien. Mon parcours, il est atypique, mais il est magnifique à la fois. Un jour, dans l'équipe, il y a marqué Claude Leroy signe à Shanghai. Costco, c'était un club en Chine, et cherche un adjoint. On avait fait un repas en commun 6 mois avant, mais en se parlant un peu, j'étais pratiquement en face de lui. Ma femme me dit, je vais appeler Pierre Romero. Je dis non, mais quand il faut aller dans un stade demander des places, pour moi, par exemple, c'est assez une épreuve. Je suis toujours un peu timide, comme il disait, mais je le suis resté. Hein. On n'a pas l'impression, mais je le suis resté. Et ce monsieur Pierre Romero fait la liaison et dit, mais reçois-le. Donc je vais chez lui et il me reçoit pendant, je pense, 2 heures. On parle de football, moi je suis là. Ça paraît invraisemblable qu'il puisse me choisir. Et puis le lendemain, il me rappelle et la première chose qu'il me dit, il me dit, bah, si tu es d'accord, prends tes affaires et tu viens avec moi. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit textuellement. Et là, c'est une vie qui change. Déjà, j'ai une entreprise de nettoyage avec ma femme sur Cannes. Je suis entraîneur du Sporting Club de Draguignan jusqu'au mois d'août. Et voilà, et c'est le départ le 1er janvier 2002. Direction Shanghai. Ouais. Et avec ma femme, le plan, c'est on garde l'entreprise pendant 1 an, on voit ce qui se passe, parce que le football, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et au bout d'1 semaine, je l'appelle et je lui dis tu vends tout. Elle me dit, mais si ça fonctionne pas, non, je lui dis, ça va marcher. Signature d'entrée dans un nouveau monde et on signe, on ferme. Oui, parce que l'autre, c'était pour bien gagner sa vie, c'était un métier difficile où je me levais à 2h30, 3h du matin. T'es un maniaque ou pas? De propreté, beaucoup, tout ça? Ouais, je t'ai vu, je t'ai vu. Moi, je sortais des containers, hein. Je nettoyais des appartements pour des gens qui venaient pour le festival du film. Mais c'est bien, c'était une formidable école. J'imagine celui qui a fait que du football dans sa vie, des fois, il a du mal à avoir des repères, on va pas se le mentir. Tu as raison, tu as raison. Ce parcours-là, avec ça que tu gardes en tête, je retrace effectivement ce parcours depuis donc Shanghai. Donc tu es passé au Vietnam, Zambie, Côte d'Ivoire, Maroc, Cambridge. Est-ce qu'il y a une signature que tu as regrettée? La plus grosse blessure, c'est Lille. Mais ça fait partie de la vie. Quelque part, il en faut.
Ça fait partie des obstacles. On ne peut pas avoir une carrière toujours linéaire et remplie de succès, ça n'existe pas. Hein. Qu'est-ce qui t'a emmerdé dans cette histoire pour me dire qu'aujourd'hui tu la regrettes si je choisis ce terme? On part dans un projet où on doit recruter des jeunes joueurs. Il faut rappeler que le club prend Mike Maignan sous mes conseils de mon adjoint actuel avec l'équipe de France féminine en Arabie Saoudite, Laurent Bonadi, qui est au centre de formation du Paris Saint-Germain et qui me dit il faut prendre Mike Maignan, il le paye 1 million d'euros. Dans cet effectif, il y a Benjamin Pavard qui a 19 ans, voilà. Et puis on fait 13 matchs, 7 matchs nuls. 0-0 à Monaco, 0-0 à Nice, on ne marque pas. 0-0 à Lyon, on ne marque pas. Quand je pars, il y a Frédéric Antonetti qui vient, qui fait un super travail, mais ils prennent 3 joueurs de plus de 30 ans. Morgan Amalfitano, Eder, l'attaquant portugais, et Ronny Lopez, qui a moins de 30 ans, mais qui est prêté par Monaco. Et ça change quand même, offensivement, ça a changé quelque chose. Voilà, bon, à Lille, ça se passe moins bien avec Monsieur Sédou. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça, tu as raison. Ouais. Dans notre métier, j'aime pas les entraîneurs qui, quand ils arrivent, ils se disent on va se mettre à travailler. Donc ça veut dire, tu déduis qu'avant ça ne travaillait pas. Toutes ces réflexions qui font ouais, on va remettre de l'ordre, il faut rester mesuré. Il faut un respect. Et je trouve que dans le football français, il n'y a pas assez de solidarité entre les coachs. Les Portugais, les Brésiliens, ils voyagent dans partout, beaucoup de choses. Ils voyagent partout, mais ils s'entraident. Hein. Nous, on s'entraide moins si on veut faire un résumé de. Ouais, tu as raison. De notre fier de lui, mais c'est grâce à lui, c'est Sébastien De Sabre. Oui. Il était entraîneur au Canet Rocheville en National 3. Et un jour, j'ai un ami à Abidjan qui me dit tu connaîtrais pas quelqu'un, et je le mets en contact et il signe à la SEC d'Abidjan, et aujourd'hui il est sélectionneur de la République démocratique du Congo, il est entraîneur de Niort en Ligue 2. Voilà, mais il faut s'entraider. Il y a des gars qui ont des qualités, je l'ai toujours dit ça, parce que moi je viens du football amateur. Hein. Quelle relation tu entretiens aujourd'hui avec Didier? Est-ce qu'on partageait le même burlingue à Clairefontaine? Ouais, enfin, on m'a autorisé à rentrer dans sa chambre. Vous avez la même piole aussi? Ouais, c'est vrai. C'est drôle, est-ce que c'est un peu comme dans Les Bronzés? Tu sais, où chacun accroche son cadre quand il arrive et qu'il jette? On n'accroche pas notre cadre, c'est la fédération qui met le nom, mais ils mettent le nom quand tu gagnes quelque chose. Hein. Ah oui. Cette signature aujourd'hui, avec les Bleus, la question que je te pose, c'est la question lambda du gars du quartier qui me dit « Attends, tu me dis que tu es en poste en Arabie Saoudite jusqu'en 2027. Jusqu'en 2027, avec des émoluments de fous furieux, ce qui fait partie aussi de la réflexion, c'est normal, avec cette Coupe du Monde, avec ces matchs fous, l'Argentine, on va y revenir, et tu choisis l'équipe de France féminine. Je ne dénigre pas le poste, attention, je parle d'envergure et de volume et d'enveloppe. Explique-moi, Hervé. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne au challenge. J'ai toujours dit, en regardant les Bleus, ES, j'aimerais bien un jour faire une grande compétition avec cette équipe. Ouais, je trouve que ça joue de mieux en mieux, il y a des qualités, et puis les grandes compétitions, j'ai eu la chance de les faire au niveau masculin, mais j'imagine qu'au niveau féminin, ça doit être pas mal. De toute façon, quand la FIFA fait quelque chose, c'est grandiose, c'est comme la Champions League pour les clubs. Donc voilà, là, il y a un fantastique programme, il faut quand même remettre les choses dans son contexte. Il y a la Coupe du Monde, la Ligue des Nations féminines qui démarre, entre-temps, et les Jeux Olympiques après. C'est-à-dire qu'en 1 an et demi, en 18 mois de contrat, il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher de belles performances. Et puis, c'est un challenge, voilà, ça va m'apporter quelque chose. J'ai signé le 1er avril, mais je suis arrivé 2-3 jours avant. J'ai vu plein de choses qui, dans ma vie, vont m'apporter quelque chose. J'ai passé un stage avec des filles qui étaient différents de ce que j'ai pu avoir dans le football masculin, mais c'est des choses qui... c'est enrichissant. À quel moment tu t'es dit, allez, j'y vais, je lâche l'Arabie Saoudite et j'y vais? Non, dans mon esprit, j'ai pris la décision en 3 secondes. Et j'ai fait savoir. J'ai fait savoir, si vous êtes intéressé, moi j'aimerais bien. Tu as porté candidature? Ah ouais. Clairement. Carrément, c'est moi qui ai fait la démarche, ouais. Et on m'a dit non. C'est rare pour le grand timide, non? Oui, mais là, on se dit, de toute façon, ils ne pensaient pas à moi. Puisqu'ils se disent, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils me connaissent pas. Merci de dire ça. Je suis capable d'aller au
au fin fond de l'Afrique et entraîner des jeunes, comme prendre une équipe amateur n'importe où, parce que c'est le plaisir. C'est le plaisir. Moi, je fais ce métier, c'est pas un métier, c'est une passion déjà. C'est comme le journalisme, il y a quelque chose, on a des... Qui nous anime. On est des privilégiés. Ouais. Pour moi, entraîneur de football, c'est une relation humaine avec un joueur, mais avec un être humain. Quelque part, alors je n'ai pas fait des études pour, mais j'aurais aimé être psychologue. En fait, je cherche toujours des arguments, des explications aux choses, voilà. Surtout à la personne. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse tout pardonner, mais il y a des explications. Plus on va creuser, et plus je suis persuadé qu'on peut en tirer le maximum au niveau sportif. Hein. Voilà, ça marche là-haut de toute façon. Après, il y a les aptitudes, mais quand on est à ce niveau, elles ont toutes des aptitudes, ou ils ont tous des aptitudes, mais il y a des choses qui font la différence. Justement, en parlant d'attitude et de positionnement dans ce rapport humain, on a tous en tête le discours que tu as eu sur la condition de la femme, la condition des mamans, de pouvoir être en équipe de France et compagnie. Ça, c'est toi. Je lis plus ce qui me concerne, je ne regarde pas ce qui me concerne, mais je fais les choses de façon naturelle. Hein. Je peux pas, j'ai toujours une pensée pour celle que je vais laisser dans la tribune. C'est difficile, mais ça fait partie de notre métier. Il faut choisir, mais il faut trancher. J'ai quand même du caractère et j'aime bien l'affronter les yeux dans les yeux. J'aime pas les gens qui fuient. À bon entendeur. C'est ta signature actuelle. Tu m'as parlé de la signature que tu regrettes un poil. Quelle serait la signature rêvée? Je suis pas un grand rêveur. J'ai passé les premières années de ma carrière d'entraîneur à avoir peur du lendemain. Vous savez, aujourd'hui, il y a nombre de coachs qui n'ont pas de travail. Hein. Ouais. Pourtant, il y en a certains qui ont beaucoup de qualités. Ouais. C'est comme ça, il y a beaucoup de monde, il y a peu d'élus, et je ne peux pas abandonner ce que j'ai commencé là. Non, parce que la mission, par exemple, en Arabie Saoudite, pour revenir, elle était terminée pour moi après la Coupe du Monde. Il y avait du mal à repartir. Et après, on m'a fait re-signer jusqu'en 2027. Donc, ils avaient confiance en moi. Et quelque part, quand je vais les voir, pareil, je vois mon président les yeux dans les yeux. Mais c'est difficile. Hervé, dernière ligne droite, dernière question. Je voulais te montrer ce petit papier qui marquait dans la presse savoyarde une présélection pour aller éventuellement porter les couleurs régionales. Je lis, je cite, « Stopper au gabarit impressionnant doit soigner son jeu de tête défensif et sa relance. Très bon état d'esprit et maturité très avancée. » C'est tout toi. Est-ce que tu es d'accord avec le commentaire qui est marqué là, du coup? À part le jeu de tête défensif, où je pense que quand le ballon venait... Mais bon, s'il l'a dit, c'est qu'il fallait l'améliorer, mais... Après, tout le reste, oui, c'est juste... Regarde, je te montre une dernière petite photo. Qu'est-ce que tu dirais à ce gamin, Hervé, aujourd'hui? Beau parcours, mais c'est pas terminé.